Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est le haut-commissaire Patrice Faure. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sorti de Septène il y a quelques jours seulement. Vous rentrez de Paris. Le sujet essentiel maintenant, c'est sûrement la préparation de la 3e consultation de sortie de l'accord de Nouméa. C'est le 12 décembre, dans 3 mois et demi. Est-ce qu'il reste encore beaucoup de choses à préparer ? Écoutez, en tout cas, je peux vous assurer qu'il y a une mobilisation générale à la fois des services de l'administration en Nouvelle-Calédonie et des services des administrations à Paris, bien évidemment, ainsi que l'ensemble des ministères, mais aussi des administrations du gouvernement, puisque, comme vous le savez, nous travaillons avec eux pour l'arrivée des renforts. Mais je vous en parlerai un peu plus tard. Il reste un certain nombre de choses à mettre en place, ou en tout cas de choses à inscrire dans l'agenda. La révision des listes électorales spéciales se poursuit donc et s'achèvera le 5 octobre, comme vous le savez. La première phase de révision a permis de procéder aux inscriptions sur la liste électorale générale. Les commissions administratives spéciales présidées par des magistrats et en présence d'experts des Nations Unies ont ensuite examiné début août les inscriptions sur la liste électorale spéciale et nous constatons en tout cas un climat extrêmement serein. Voilà ce que je vais vous dire. D'habitude, c'est toujours, on a l'habitude maintenant. D'habitude, c'est assez agité. Il y a des polémiques. Là, on a l'impression que c'est. Non, c'est extrêmement serein, apaisé. Les gens ont envie que ça se passe bien. Ils sont tous positifs et constructifs. Et donc, je tiens publiquement à tous et toutes les remercier. Il faut quand même noter qu'en cas de refus d'inscription, donc notifié par les communes, les électeurs ont jusqu'à aujourd'hui pour effectuer un recours gracieux auprès de leur mairie. Donc c'est important, ceux qui n'auraient pas été inscrits ou qui auraient eu un refus plutôt, ont jusqu'à aujourd'hui, 27 août, pour effectuer un recours gracieux. L'habilitation des partis et groupements politiques à participer à la campagne, donc ils ont jusqu'au 10 septembre prochain pour demander leur habilitation à participer à cette campagne. Comme vous le savez également, le président de la commission de contrôle et l'organisation du déroulement du scrutin donc est prévu à la mi-septembre. Il y a donc monsieur François Lamy, bien connu ici sur le territoire parce qu'il a déjà participé aux 2 premiers scrutins, qui viendra donc nous visiter afin de rencontrer les élus, l'ensemble des services qui organisent ce scrutin. Il pourra veiller à anticiper sur l'organisation fine de ce référendum que nous souhaitons totalement apaisé et qu'il se passe évidemment dans le plus grand calme et surtout dans le plus grand respect commun. Alors, il y a aussi les procurations, ça aussi tous les ans, à chaque référendum, c'est un peu le problème. La campagne pour l'établissement de ces procurations est lancée. Est-ce que des consignes ont été données pour que ça se passe un peu plus facilement que pour les référendums précédents, notamment en métropole où en général, les commissariats de police n'étaient pas forcément au courant qu'il y avait un référedum en Nouvelle-Calédonie. Et je ne parle pas des consulats. À compter d'aujourd'hui, on peut déposer sa procuration de partout, en France ou à l'étranger, auprès des consulats. Et effectivement, il y a des messages qui sont partis un peu de partout pour que nous puissions d'abord informer celles et ceux qui vont les délivrer. Évidemment qu'ils vont recevoir des néo-calédoniens qui vont demander des procurations, bien évidemment, mais aussi dans les consulats pour que partout nous puissions optimiser la possibilité de déposer une procuration ici et dans le monde. Alors, autre spécificité du référendum, ce sont les bureaux de vote décentralisés. Le dispositif est reconduit, les inscriptions vont commencer d'ici un mois. Tout à fait. Donc d'abord, il y a 3 bureaux de vote supplémentaires qui sont installés, puis des bureaux de vote délocalisés. On a 3 sites qui sont aujourd'hui identifiés. En tout cas, on est en train de finaliser tout ça. Mais tout ça devra se passer et se passera de façon quasi certaine dans le plus grand calme et le respect mutuel. Vous, c'est votre premier référendum. Pour la plupart des Calédoniens, c'est le 3e. C'est la routine, en fait, aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a des choses nouvelles? Est-ce que les gens qui les ont préparées ou qui les ont vécues vous signalent des nouveautés, des innovations ou... Non, c'est pas la routine, puisqu'en fait, nous nous nourrissons de l'expérience des 2 premiers, bien évidemment, pour améliorer les choses avec les élus, avec la maire de Nouméa, s'agissant de Nouméa, avec l'ensemble des autres élus, que je remercie également pour leur coopération très active. L'ensemble des personnels qui sont ici au sein du Haut Commissariat ont effectivement une certaine habitude. Pour autant, ils essaient, chacun à leur niveau, avec patience et minutie, de nous proposer des choses pour améliorer le dispositif. Améliorer le dispositif également avec les forces de l'ordre, qui sont soucieuses justement d'éviter parfois quelques débordements qui ont été signalés, en tout cas supposés. Donc nous le ferons avec les élus, bien évidemment, avec l'ensemble des forces de l'ordre. Et surtout, nous le ferons en totale transparence. Il ne s'agit pas de cacher quoi que ce soit à qui que ce soit les élus, que ce soit les membres des tribus, que ce soit la population, c'est ceux qui vont aller voter. Nous souhaitons une véritable transparence pour que personne ne soit surpris. Ce qui aussi imposera, comme il n'y aura pas de
surprise qu'il pourrait y avoir des sanctions quand les gens transgresseront ce qui a été mis en place. Il y aura vraiment un renforcement, une vigilance autour des bureaux de vote, parce qu'effectivement, pour le deuxième référendum, il y a eu un certain nombre de débordements qui ont créé une espèce de panique aujourd'hui, de psychose. Les gens se disent, le jour du référendum, il peut y avoir des débordements autour des bureaux de vote. Ça va vraiment être l'un des points de vigilance particulière. Mais écoutez, nous avons tenu une réunion encore cette semaine avec Madame la maire de Nouméa sur ce sujet-là, avec les forces de l'ordre. Nous y veillons. Il y a une réorganisation qui a été faite, des bureaux de vote supplémentaires, de toute façon à ce qu'on a diminué grosso modo par 4 l'affluence dans notamment un bureau de vote méconnu, de toute façon à ce que justement ce qui s'est passé au second référendum ne se passe pas au troisième. Quel dispositif de force de l'ordre vous pouvez, évidemment, vous ne pouvez pas tout dire, j'imagine, mais on reconnaît combien, à quel endroit, quand est-ce qu'ils arrivent Écoutez, je reviens du Sénat coutumier, où je vais saluer le travail de son président, qui cède la main et la place aujourd'hui, et j'ai dit que nous n'avons rien à cacher, dans la mesure où nous ne combattons personne. Nous protégeons tout le monde. Donc, comme nous sommes dans un dispositif de protection, je vois pourquoi j'irai cacher des choses. Il y a 15 escadrons attendus ici sur le territoire, c'est-à-dire 10 de plus que les 5, entre guillemets, résidents. Donc, il y a 5 escadrons de gendarmes mobiles qui sont en permanence sur le territoire calédonien. Il y en a 10 de plus. Alors, c'est beaucoup, mais c'est à la fois peu. Je rappelle que dans les années 80, c'était une trentaine d'escadrons qu'il y avait. Aujourd'hui, ce sera une 15 qu'il y aura. Il y aura un renfort de policiers pour la partie Nouméa, bien évidemment. C'est une centaine de policiers supplémentaires. Ce sont des personnels de la pénitentiaire qui viendront en complément, comme pour le premier, comme pour le second référendum. Il y aura aussi des observateurs nationaux, internationaux, de la Commission du Pacifique Sud, probablement, comme me l'a demandé Monsieur Mapou. Et puis, il y aura également à peu près donc 200 et un peu plus de 200 fonctionnaires qui, d'ailleurs, comme le premier, comme au second référendum, sont venus ici pour participer à ce scrutin, pour qu'il se passe bien. Ce sont des techniciens. On essaiera de reprendre les mêmes dès lors qu'ils ont donné satisfaction, de façon à ce que justement cette habitude, cette connaissance fine permette, entre les hommes d'abord, et puis la matière, qui est un peu ardue, vous l'avouerez, nous permette de faire encore mieux que lors des 2 premiers scrutins. Les policiers calédoniens en poste en métropole ont demandé à revenir pour participer au renfort des forces de l'ordre. C'est une hypothèse qui peut être retenue ou... Écoutez, il faut pas tout mélanger. Aujourd'hui, nous avons volontairement interrompu les remplacements des personnels qui sont partis à la retraite, par exemple, parce que justement, nous voulons donner du temps au temps et nous ne savons pas si le 12 décembre, ce sera le oui ou ce sera le non. Et donc, bien évidemment, dans ce cadre-là, nous nous interdisons de remplacer tous les départs à la retraite parce qu'il serait quand même dommageable que nous puissions affecter des personnels qui n'auraient pas vocation à rester très longtemps sur le territoire. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, à compétence égale, il n'y a aucune raison que nous discriminions des Calédoniens ou des non-Calédoniens. Il s'agit d'une mission de renfort, je le dis, d'accord ? Donc, ils ont toute leur place, mais pas plus que les autres, et pas moins non plus. Et concernant la gendarmerie, la démission du colonel Stagiaire, le commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie, est-ce que ça peut avoir des conséquences ? Parce qu'on sait qu'il avait préparé ce référendum, il était en place pour le préparer justement. Comment ça va se passer, sa succession, son remplacement ? Eh bien, écoutez, ça se passera bien. Il y a le général commandant la gendarmerie Outre-mer qui est dans l'avion en ce moment même, qui se rend sur le terrain donc dès la semaine prochaine. Après ce septembre, évidemment, je le recevrai, ainsi que l'ensemble de la gendarmerie. Écoutez, ça s'organise. La gendarmerie est une belle institution, une belle organisation, qui ont des troupes. Et donc, évidemment, le chef va manquer. Pour autant, il sera remplacé. Il y a une sélection qui est en train d'être mise en place à Paris par le directeur général de la gendarmerie nationale. Il y aura également des renforts qui seront là. Donc, c'est regrettable. Pour autant, nous allons dépasser cette forme de handicap, puisque effectivement le colonel Stagiaire était un fin connaisseur du territoire, parce qu'il était déjà affecté depuis plus d'1 an, et qu'il avait préparé avec son prédécesseur, Christophe Marietti, évidemment ce référendum. Donc, eh bien, nous allons dépasser cet événement malheureux, très malheureux, pour lui notamment, mais nous allons faire en sorte que nous puissions lisser sur le temps la préparation et l'exécution de l'ensemble des ordres et des missions qui sont dévolus aux gendarmes d'ici au 12 décembre.
Une rumeur insistante parle du retour éventuel du général Marietti. C'est de la rumeur, ça peut être démenti, confirmé, infirmé. Ça pourrait être le cas pour un temps. S'il devait revenir, évidemment, nous en serions ravis puisqu'il connaît particulièrement bien le terrain, mais c'est pas défini. D'abord, c'est pas à moi de le décider, puisque comme vous le savez, dans le cas d'affectation des collègues ou subordonnés, je n'ai pas mon mot à dire. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est que s'il venait, il ne serait pas comme Gendre, il serait certainement le commandement des troupes en renfort. D'accord, ce qui est un peu différent, bien évidemment, mais d'abord il y a le remplacement du colonel Stégère qui est en cours de réflexion, et je pense que bientôt la gendarmerie nationale nous donnera le nom qui aura été choisi. La préparation du référendum, c'est bien sûr aussi le document de l'État sur les conséquences du oui et du non. Ce document devait être vulgarisé pour que les gens le comprennent mieux, arrivent mieux à le lire, à s'en imprégner. C'est prévu, c'est en cours. Alors, on a la première vulgarisation vidéo, la première capsule vidéo qui a été réalisée d'ailleurs par une entreprise locale que nous avons soumis à la validation du cabinet de Monsieur Lecornu, d'accord, pour être en phase avec Paris sur ce qui est attendu. C'est vraiment une vulgarisation, une simplification pour que celles et ceux qui ne veulent pas avoir à lire et éplucher ces 104 pages qui, je le concède, sont parfois un peu arides ou ardues, eh bien, comprennent les principaux axes de ce qu'est ou de ce que sont ces 104 pages du document. Je comprends qu'aujourd'hui, certains, j'ai entendu le week-end dernier, prennent la parole en disant que ce document est extrêmement à charge. C'est un réquisitoire contre le oui, dit-on. Bah écoutez, certains. Enfin bon, en tout cas, l'élu qui, le week-end dernier, a pris la parole sur ce sujet, je m'en suis un peu étonné, en tout cas je m'en étonne, puisque quelques jours après la sortie des réunions de Paris, il disait que le fameux trou noir dont il était question si le oui l'emportait n'est finalement pas une réalité. Donc le document oui-non a éclairé et éclaire chacun des élus. En même temps, je me dis, et ça, j'imagine que l'ensemble de celles et ceux qui militent pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie n'imaginent pas que le oui soit la même chose que le non, parce que sinon ils n'auraient pas milité ou ils ne militeraient pas encore pour aller dans une indépendance dans un pays kanak. Donc je n'imagine pas que les gens considèrent que le oui sera comme le non. Ce sera évidemment bien différent, parce que ce serait la volonté majoritaire de ceux qui iront aux urnes pour le 3e référendum, sur un certain nombre de sujets, bien évidemment. C'est la nationalité. Évidemment, la nationalité, ce sera la nationalité du nouvel État pour tous celles et ceux qui résident ici, évidemment. Mais ça ne devrait pas poser de difficulté si le oui était majoritaire. Évidemment, et la monnaie serait différente. Probablement qu'il y aurait une dévaluation, comme ça a été expliqué, etc. Mais tout ça, a priori, je n'imagine pas que les gens l'ont découvert, dans la mesure, ça fait quand même plusieurs dizaines d'années qu'ils y travaillent, qu'ils sont investis. Il faut le respecter. Les gens, donc, qui souhaitent l'indépendance se sont investis depuis des années, ont travaillé chacun des domaines, et je n'imagine pas qu'il y ait de grandes surprises. C'est simplement couché sur un papier qui effectivement formalise de façon très factuelle les choses pour le oui et pour le non. Alors évidemment, il y a plus de réponses pour le oui que pour le non, puisque le non, nous le vivons au quotidien, même si le non au lendemain du 12 sera forcément un peu différent de ce que nous avons connu aujourd'hui, puisque comme d'ailleurs le disaient les élus ce matin au Sénat coutumier, et très justement, nous ne sommes plus en 85, nous ne sommes plus en 1988 ni 1998, tout a évolué, et donc inévitablement, et dans tous les cas c'est la fin de cet accord de Nouméa, il faudra négocier, si c'est le non, un nouvel accord, si c'est le oui, eh bien un accord de transition pour respecter la volonté majoritaire de celles et ceux qui seront allés aux urnes. Mais en attendant, vous réaffirmez que c'est un document technique et qu'il est parfaitement neutre, il fait que tracer les conséquences, la réalité des choses. Il est factuel, rédigé non pas par des politiques, mais rédigé par des fonctionnaires qui maîtrisent chacun de leurs dossiers et qui se sont plongés à la fois dans la documentation juridique, mais aussi dans l'histoire, pour aller voir ce qui avait été fait dans l'histoire de la France sur la décolonisation, ce qui a été fait aussi parfois dans les pays voisins, pour voir comment eux avaient abordé cette partie évidemment toujours très sensible et soumise à la volonté d'une majorité. L'autre grand dossier de l'heure et qu'il faut gérer conjointement avec la préparation du référendum, c'est la crise sanitaire, même si le virus n'est toujours pas en Nouvelle-Calédonie. Vous faites partie de ceux, enfin j'imagine que vous avez les informations, tout le monde dit depuis quelques jours que c'est imminent, que le variant Delta est aux portes de la Calédonie, qu'il va rentrer forcément. C'est une certitude. Aujourd'hui, on a le sas sanitaire
à des failles, à des fuites? Voilà, d'abord, il faut rendre hommage à toutes celles et ceux qui organisent ce sas sanitaire. Pour avoir vécu au retour de ma mission parisienne, donc à nouveau une septaine, avec mon fils d'ailleurs, qui est arrivé sur le territoire. Mon épouse, elle, termine ce soir une quatorzaine avec ma fille, puisque ma fille a moins de 12 ans et n'a pu être vaccinée. D'abord, il faut rendre hommage à toutes celles et ceux qui l'organisent. Parce que c'est très bien organisé, c'est extrêmement précis, méticuleux, très contraignant, bien évidemment, mais je salue leur investissement et leur professionnalisme. Maintenant, nous sommes dans une île entourée d'îles, entourée de populations qui parfois n'ont pas le même système de santé que nous. Imaginons qu'une île voisine connaisse une épidémie de Covid. Il est pensable, il est imaginable qu'une famille, un individu prenne un petit bateau et vienne chez nous pour aller se faire soigner ici, parce que le système de santé est peut-être meilleur. Je dis peut-être. En tout cas, il ne faut pas s'interdire de le penser. Et donc, pour moi, en tant que représentant de l'État ici, en tant qu'ancien préfet du Morbihan, qui a été le 3e département de France à avoir été frappé par la crise du Covid, je considère qu'il ne s'agit plus de savoir si le virus va rentrer, mais quand. Inévitablement, le virus rentrera. On le voit bien, si le sas sanitaire n'a pas été là, il serait rentré. Et il n'y a pas de raison, malheureusement, qu'il ne rentre pas d'une façon ou d'une autre à un moment donné. On espère qu'il ne rentrera pas, et là je salue également l'investissement de l'ensemble de la classe politique qui milite pour ce qu'on peut appeler une vaccination généralisée. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Parce que il ne s'agit pas, alors certains disent « Ouh là 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 là, la vaccination ne concerne que celles et ceux qui voyagent, donc celles et ceux qui ont de l'argent, etc. » Non, la vaccination, elle doit concerner tout le monde. Parce que qu'on voyage ou qu'on ne voyage pas, si le virus rentre, il nous frappera. Et vous avez vu qu'il frappe, notamment le variant Delta, les jeunes et les moins jeunes. Avant, la première variante, entre guillemets, du virus frappait plus majoritairement les personnes âgées, qui malheureusement sont souvent décédées en métropole. Heureusement, elles ont été très rapidement vaccinées grâce à l'organisation également très énergique des services de l'État en métropole et outre-mer. Aujourd'hui, ce variant touche toutes les catégories socio-professionnelles, tous les âges, on le voit bien. Regardez ce qui se passe en Polynésie. Ce matin, au Sénat coutumier, il y avait un coutumier d'origine polynésienne qui disait devant ses collègues que dans son village qui comporte 1 millier de personnes, 50% de la population est atteinte par le virus. 50%. 50% de la population qui n'était évidemment pas vaccinée. Regardez les morts qui aujourd'hui, en volume, ne cessent de se cumuler chaque jour. En Polynésie, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, depuis peu, ou à La Réunion. Tous ces gens qui meurent sont les gens qui n'étaient pas vaccinés. Alors vous allez me dire, mais il y a des gens qui sont vaccinés, qui sont malades. Oui, mais ils n'en meurent pas. Ils sont malades de façon très très atténuée, c'est vrai. On peut encore être malade même si on est vacciné, sauf qu'on est malade et on n'en meurt pas. La Polynésie semble avoir effectivement extrêmement frappé et traumatisé les Calédoniens. La vaccination, ça augmente quand même depuis quelques jours. On parlait de 30% de la population auparavant. Maintenant, on commence à progresser un peu. Écoutez, ça avance, hein, ça avance. Et là aussi, je rends hommage aux élus qui, au quotidien, essaient de convaincre leur population, de mettre en place les moyens nécessaires pour cette vaccination de proximité, en allant vers celles et ceux qui veulent se faire vacciner. Pour autant, ça pourrait aller plus vite et ça doit aller plus vite. Il faut que la population calédonienne se mobilise pour aller se vacciner, pour convaincre ses parents, ses enfants, ses voisins, ses amis à aller se faire vacciner, parce que sinon, d'abord, nous risquons d'avoir des pertes majeures au sein de la population. Deuxièmement, nous risquons de ne pas sortir rapidement de cette bulle qui nous prive d'aller voir nos amis, nos voisins, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en métropole ou ailleurs, mais qui aussi est un frein au développement de l'économie, alors que nous en avons besoin. Nous avons besoin que ce territoire se développe. Nous avons besoin d'échanges commerciaux, d'échanges diplomatiques nourris, ce que la bulle nous empêche de faire de façon très majoritaire. Vous parliez du sas sanitaire tout à l'heure et de votre expérience, puisque vous avez été en septembre. Est-ce qu'il est fragilisé aujourd'hui, ce sas sanitaire, sur un plan juridique cette fois-ci, avec les recours, les décisions de justice qui ont été faites, et est-ce qu'il faut trouver un moyen de le consolider, de le renforcer? Alors, d'abord, il ne m'appartient pas, et je m'en garderai bien de commenter des décisions de justice. Les magistrats ont jugé, en leur âme et conscience. Mais l'État va se pourvoir en cassation. Mais tout à fait, mais parce que ça correspond au droit, et donc chacun est dans sa partition et dans les responsabilités qu'il a, les assume, voilà, mais sans animosité aucune, avec un grand respect l'un pour l'autre. Ça ne pose aucune difficulté, bien évidemment. Effectivement, nous allons nous pourvoir en cassation, c'est ce que nous sommes en train de faire. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet,
le dispositif est très fragile, effectivement, fragile parce que le virus peut rentrer d'une façon ou d'une autre. Premièrement, deuxièmement, parce qu'effectivement de nombreux recours, et on le voit, de plus en plus de recours se font jour, parce que les gens ont la volonté de vouloir voyager, de faire venir leurs enfants, d'envoyer leurs enfants en métropole, de recevoir leur famille et de vouloir voyager eux-mêmes. Et donc, cela correspond à une évolution quasi normale de ce qu'est la situation. Certains même, les gens languissent, les gens ont hâte, les gens s'agacent, et donc les gens, souhaitent faire des recours. Maintenant, l'État, le monde politique, les parlementaires, les élus locaux sont en train de travailler à l'organisation qui permettrait de renforcer le dispositif réglementaire ou législatif afin que effectivement nous puissions durcir un peu les positions et garantir à celles et ceux qui souhaitent que le virus n'entre pas, et bien que l'ensemble des dispositifs réglementaires et législatifs puissent nous garantir justement de rester dans un dispositif qui nous protège. Mais ce dispositif qui nous protège ne doit pas nous inciter à ne pas nous faire vacciner parce on serait à l'abri de tout. Bien au contraire, il doit nous dire, parce que la solidarité, ça va dans les deux sens. C'est bien que la solidarité soit venue de la métropole vers la Nouvelle-Calédonie en offrant massivement et prioritairement de très très nombreux vaccins. Je rappelle que la Calédonie a reçu de façon quasi instantanée et beaucoup plus rapidement qu'ailleurs des volumes extrêmement conséquents par rapport à la population de vaccins. Et donc il serait normal aussi que derrière, nous fassions les efforts nécessaires pour nous vacciner plus rapidement, pour que justement, nous rentrions dans une forme de droit commun, entre guillemets, en tout cas, que nous soyons toujours, et les seuls peut-être du territoire national, à avoir été quasi exempts de Covid, et en plus, vaccinés à 100%. Alors le gouvernement a décidé déjà d'instaurer la vaccination obligatoire pour toutes les personnes entrant en Nouvelle-Calédonie. La position de l'État sur cette disposition réglementaire, c'est possible, c'est une bonne solution. Et est-ce que la Calédonie, la question a été soulevée, est-ce que la Calédonie a la compétence pour adopter ce genre de disposition? Alors non, c'est une compétence de l'État. Et donc nous y travaillons également, mais cette conséquence, en tout cas ce travail qui est en train d'être mené notamment à Paris, il ne serait que la conséquence d'une obligation générale de vaccination sur le territoire. On ne peut pas demander uniquement à ceux qui sont de l'extérieur de se faire vacciner, alors même qu'à l'intérieur on ne le ferait pas. Il faut être cohérent d'un bout à l'autre du processus, et donc si effectivement il y avait une obligation vaccinale en Nouvelle-Calédonie, l'État ferait le nécessaire pour rendre obligatoire la vaccination pour celles et ceux qui prendraient l'avion pour nous rejoindre. Parce que la vaccination obligatoire en métropole, ça n'existe pas, on en est au pass sanitaire. En Calédonie, on pourrait envisager en revanche une vaccination obligatoire pour tous, et ce serait une mesure acceptable? Je pense qu'elle serait non seulement acceptable, mais elle est nécessaire. Nous sommes dans une situation tout à fait particulière. Nous sommes le seul territoire français avec Covid-free. Nous voulons le rester. Nous voulons épargner notre population. Nous voulons faire en sorte que le développement économique puisse reprendre, d'accord, et ne plus rester isolé. Et donc, après des efforts consentis par la population, parce que je comprends bien qu'être éloigné des siens, ne pas pouvoir voyager, ne pas pouvoir rejoindre sa famille ou la faire venir, c'est complexe, c'est difficile. Mais c'est ce qui se passe aussi encore en métropole et partout. Et donc aujourd'hui, il s'agit de faire les efforts ici pour que tous les efforts qui ont été faits avant conduisent à ce que nous ayons une forme de solidarité envers aussi la métropole, de façon à ce que le Covid-free ici nous conduise à nous réouvrir demain et nous réouvrir aux autres. Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'il y a un dispositif particulier pour les renforts, que ce soit les forces de l'ordre, les magistrats qui doivent venir, le personnel de l'ONU? Ils seront tous vaccinés. Ils seront obligation vaccinale pour ceux qui arrivent en Nouvelle-Calédonie, enfin pour les renforts qui arrivent en Nouvelle-Calédonie. Dans ce contexte, est-ce que la réouverture de la bulle aérienne avec Wallis et Futuna, c'est une bonne idée? C'est à partir du 30 août. C'est une décision conjointe. J'ai signé l'arrêté hier soir, une décision conjointe. C'est vrai. En même temps, il faut se le dire, le grand professionnalisme de celles et ceux qui organisent le SAS sanitaire nous conduira à éviter toute forme d'entrée du virus. Et je rends à nouveau hommage à celles et ceux qui organisent ce SAS sanitaire qui nous a conduit à être Covid-free aujourd'hui. La faille qu'il y a eu il y a quelques mois, elle peut pas se reproduire cette fois-ci? Écoutez, c'est comme pour le référendum, nous nourrissons de l'expérience des actions précédentes, comme pour le référendum du premier et du second. Le troisième sera forcément mieux puisque nous nous nourrissons. Et là, s'agissant évidemment de la gestion du pass, évidemment, tout le monde a mis en place des dispositifs qui éviteront effectivement que le virus ne rentre. Mais je le dis très sincèrement, c'est que je pense que aujourd'hui, il ne s'agit pas de savoir s'il rentrera, il rentrera. Il s'agit de savoir quand, et donc c'est ça vraiment le problème. C'est pour ça qu'il faut se faire vacciner, j'insiste, il faut se faire vacciner. Parce que s'il rentre avant le 12 décembre, est-ce que ça a des conséquences sur le déroulement du référendum, et est-ce que ça a déjà été mesuré et envisagé? Écoutez,
il y a eu des scrutins en métropole, pour les municipales, pour les régionales, pour les départementales, alors que le Covid était en place. Je ne vois pas de raison de mettre en croix le référendum parce que le Covid rentrerait. D'abord, parce que nous avons maintenant ici un système, des dispositifs qui permettent de juguler, d'isoler, d'alerter et de tracer. Donc, inévitablement, si le virus devrait rentrer, nous le détecterions assez rapidement, nous mettrions en place les dispositifs qui ont été mis en place en métropole ou ailleurs, de façon à isoler ces cas-là pour éviter l'épidémie. Mais jusqu'à présent, et je le dis, regardez, les municipales se sont déroulées en métropole, les départementales au même moment que les régionales, et personne ne s'en est plaint, tout a été organisé et très bien organisé, et nous le ferons ici, puisque les gens sont particulièrement performants, et on l'a vu avec le SAS sanitaire. Autre question soulevée justement par le SAS sanitaire, qui est au moins prolongé jusqu'au 31 décembre, alors qu'il avait été envisagé de libérer l'espace aérien au 31 octobre. Comment est-ce que tout cela est financé ? Est-ce que la Calédonie aura l'aide de l'État pour maintenir ce dispositif sanitaire particulièrement exigeant, mais particulièrement coûteux ? Écoutez, le ministre des Outre-mer l'avait dit, la solidarité nationale fonctionnera. Il y avait des promesses qui ont été annoncées il y a quelques semaines, et je pense que dans les jours qui viennent, il y a un point qui sera fait vis-à-vis des autorités politiques locales, mais je laisse le ministre de l'Outre-mer en faire des annonces, je pense. En tout cas, tout ça est travaillé, mesuré, et avec le président du gouvernement, travaillons justement à éviter qu'il y ait, en plus, cette crise sanitaire qui risque de confiner à une crise économique, une crise sociale, parce que les salaires ne pourraient pas être versés. Des efforts, si l'État devait les faire, sont importants. C'est la solidarité nationale, d'accord ? Et je note aussi la volonté ici, localement, que ce soit le gouvernement ou l'ensemble des acteurs économiques, que des réformes structurelles soient mises en place aussi, puisque on veut devenir indépendant, mais en même temps, ou pas d'ailleurs, mais en même temps, il faut aussi, quand on est autonome, aller vers une forme d'autonomie complète et de se donner les moyens de le faire. Et donc des réformes ont été imaginées par le précédent gouvernement. Je constate que le gouvernement actuel veut les mettre en place. Et donc là, de mon point de vue, c'est une très bonne chose parce que ces réformes doivent permettre, compte tenu de l'économie générale du pays, de financer évidemment tout ce qui relève de la CAFAT par exemple et d'autres. Donc je participe, comme certains nombreux élus, aux séances du gouvernement. Je sais que l'ensemble des élus du gouvernement, quel que soit le bord, travaillent justement à ces réformes structurelles qui ne doivent pas être que ponctuelles. Alors il y a le 12 décembre avec le référendum, mais est-ce que déjà on prépare l'après 12 décembre, qui sera quand même une période essentielle? Il y a au moins un an et demi qui est prévu pour préparer la suite. Est-ce qu'on a déjà une idée de la manière dont ça va se préparer, de qui va être autour de la table, de qui seront les interlocuteurs? Alors, ou est-ce qu'on verra ça plus tard? Écoutez, je reçois tous les jours, et hier c'était le 59e réunion avec une des expressions de ce qu'est la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, je déjeune avec le comité des sages, qui est une autre expression. C'est la deuxième fois que je les rencontre depuis les 2 mois de mon affectation ici. Il s'agit pour moi de recueillir le sentiment, les propositions, les idées, les concepts parfois des uns et des autres, des élus aussi que je reçois très régulièrement. C'est un petit déjeuner tous les 15 jours pour chacun d'eux, un déjeuner de travail tous les mois aussi, de façon à ce que nous puissions travailler et avancer ensemble sans parti pris, quelles que soient les composantes politiques, quelles que soient celles et ceux qui veulent plutôt voter pour le oui ou voter pour le non. Ça n'a pour moi aucune importance. Il s'agit d'abord de recueillir les sentiments des uns et des autres pour pouvoir en faire une synthèse que je proposerai dans les semaines qui viennent ou dans les jours qui viennent au ministre des Outre-mer, qui veut travailler évidemment à une méthode et savoir comment on avance pour que dès le 13 matin nous soyons sur le métier pour justement commencer à rédiger soit un accord de transition s'il s'agit du oui, soit un nouvel accord s'il s'agit du non. Mais je note que quelle que soit la composante, quelle que soit l'extraction de celles et ceux que je reçois en nombre, en tout cas il y a inévitablement un tronc commun extrêmement important dans chacune de ces prises de parole où en fait, et in fine, je m'aperçois qu'il y a déjà énormément de choses en commun. Il y a beaucoup plus de choses qui rassemblent que de choses qui divisent.
Est-ce qu'on peut envisager une venue du ministre des Outre-mer avant le référendum ou juste après, comme ça avait pu être le cas pour les référendums précédents? Écoutez, je ne suis pas le ministre des Outre-mer, je pense que je ne le serai jamais, et donc je laisse au ministre faire les annonces ministérielles. Monsieur le commissaire Patrice Faure, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous.